أخبش مع Med Student. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le cours de la transfusion sanguine et on commence par une toute petite histoire. Akaza est un sujet jeune admis à l'hôpital en urgence pour des hémorragies graves suite à un traumatisme majeur. Le médecin demande une transfusion en urgence. C'est quoi la transfusion? Eh bien, la transfusion est le processus de transfert du sang total ou un de ses composants d'un sujet à un autre. On pourrait diviser ce cours en 3 chapitres et on commence par les procédures en pré-transfusion qui passent par plusieurs étapes. D'abord, le prélèvement du sang du donneur. Les produits sanguins, on en a deux, qui sont les PSL ayant une durée de vie courte, par exemple les globules rouges et les plaquettes, et les PSS sont représentés par les protéines plasmatiques. Avant chaque prélèvement, un examen médical obligatoire doit être réalisé qui comporte un interrogatoire à la recherche de maladies chroniques, hémopathie et cardiopathie. Exemple, on ne prélève pas des plaquettes chez un sujet ayant une PTAI. On recherche ainsi les infections, à savoir HIV, hépatite C et cytomégalovirus. Ensuite, on demande est-ce que le patient a fait des soins récents, dentaires par exemple, ou s'il a été vacciné, et surtout les vaccins vivants atténués, ou s'il est sous médicaments, qui représentent un risque de choc anaphylactique chez les receveurs allergiques. La notion du voyage est à préciser, vu le risque de la contamination des globules rouges par le palu. Et enfin, on demande si ce patient a pratiqué des activités à risque, à savoir la toxicomanie et les rapports sexuels non protégés. Ensuite, on passe à l'état général, tension artérielle, IMC et à l'examen clinique à la recherche du signe évocateur de maladie. Exemple, pâleur pour anémie. Et en fonction des circonstances, on pourrait faire des examens complémentaires, à savoir un FS à la recherche d'un HbA, 6 signes d'anémie, ou un ECG si on va faire un prélèvement d'aphérèse, technique qui requiert l'établissement d'un circuit sanguin extracorporel. D'autres conditions qu'on devrait vérifier et qui diffèrent en fonction du produit sanguin dont on veut prélever, on a l'âge qui est de 18 à 60 ou 65 ans en Algérie, la fréquence par an qui diffère selon le sexe et l'âge, et l'intervalle entre deux prélèvements. À partir de cet examen médical, on relève les contre-indications absolues et relatives. Après avoir éliminé les contre-indications, là on prélève du sang. On pourrait soit prélever le sang total ou un seul produit sanguin par aphérèse. Concernant le sang total, on l'utilise que rarement sans modification, parce que généralement on les sépare en globules rouges, plaquettes et ainsi de suite. Cela pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il provoque une surcharge inutile. Par exemple, pour un sujet qui a besoin seulement de plaquettes, c'est inutile de lui donner aussi des globules rouges et du plasma. Ça va même augmenter le risque d'accident transfusionnel. D'autre part, les composants du sang sont conservés à des conditions différentes. Et donc, supposons qu'on veut transfuser des globules rouges et des plaquettes, suite à une hémorragie grave par thrombopénie par exemple, l'idéal c'est d'utiliser des poches de globules rouges et des poches de plaquettes et non pas le sang total, parce qu'une de ces deux lignées va être inactive selon les conditions de conservation. Le sang total quand même est utile pour une exsanguinotransfusion du nouveau-né, qui consiste à remplacer tout le sang du nouveau-né par du sang transfusé. L'exsanguinotransfusion est indiquée lors des maladies hémolytiques du nouveau-né, en raison de diminution des globules rouges par hémolyse généralisée et présence d'anticorps anti-érythrocytaires. Comme dit précédemment, le sang total va être séparé par centrifugation en plaquettes, globules rouges et plasma. Cela se fait par 2 étapes en utilisant des poches triplées et en système clos, c'est-à-dire que l'air ambiant ne touche pas le sang. Le sang total présent dans la première poche va subir une centrifugation lente pour séparer les globules rouges du reste du sang. On garde dans cette poche les globules rouges plus un tiers du plasma pour maintenir la fluidité, et le reste du sang total, plus précisément les PRP ou bien les plasmas riches en plaquettes, vont être transférés vers la seconde poche où ils vont subir une seconde centrifugation rapide qui va séparer entre les plaquettes et les plasmas. On aura à la fin 3 produits sanguins qui sont le concentré des globules rouges, le plasma frais congelé et le concentré plaquettaire standard. J'aimerais bien parler plus sur les concentrés plaquettaires qui sont au nombre de 3, les CPS qui sont extraits du sang total, les CPA ou bien les concentrés plaquettaires d'aphérèse qui sont extraits par aphérèse, et enfin on a les MCP qui sont un mélange de concentrés plaquettaires qui provient de plusieurs donneurs. Ces produits sanguins devraient être étiquetés, par exemple écrire le groupage sur les poches des CGR, et ils sont ensuite conservés.
Alors, la conservation des produits sanguins se fait dans des conditions précises et différentes l'une de l'autre. Les CGR, par exemple, ont une durée de vie de 21 à 42 jours en fonction du produit de conservation, qui sont le CPD, alors le C qui représente le citrate, qui est un anticoagulant, le P représentant le phosphate, qui est un tampon qui va maintenir le pH optimal pour la survie des globules rouges, et enfin on a le D, dextrose, sucre, qui joue un rôle dans le métabolisme des globules rouges. Le A dans le CPDA représente l'adénine, précurseur de l'ATP, et enfin on a le SAG-mannitol. Une température de 2 à 8 degrés Celsius ralentit l'hémolyse des globules rouges. Le PFC par contre peut rester pendant un mois vu l'absence de cellules et est mieux conservé à une température inférieure à moins 25 degrés Celsius qui désactive les protéines plasmatiques et les conserve. Les plaquettes doivent être dans une température de 20 à 40 degrés Celsius et en agitation lente et continue parce que leur stagnation favorise leur adhésion. Ces PS ne doivent pas être en contact avec l'air vu le risque de la contamination et lorsqu'ils le sont, on devrait les utiliser dans un délai de 6 heures, sinon on les jette. La conservation se fait au niveau des CTS et les PS sont transportés dans des conditions strictes vers les services lorsqu'il y a une indication et dont les plus importants sont une anémie non tolérée, généralement AHB inférieur à 7, une thrombopénie ou une thrombopathie et des coagulopathies. Le dernier point dont on va en parler dans cette vidéo, c'est le contrôle pré-transfusion. Le malade est devant vous. Avant de transfuser, il faut vérifier certaines informations en rapport avec le patient et la poche sanguine. Ensuite, on pratique un test de pré-transfusion selon l'urgence. En fait, la transfusion pourrait être soit programmée, par exemple pour une chirurgie, ou en cadre d'urgence, et là, on doit stratifier. Quelles que soient les circonstances, un contrôle ultime au lit du patient doit être réalisé. Ce contrôle consiste à faire un examen sanguin rapide aux étapes suivantes. D'abord, on prélève du sang du patient et de la poche sanguine. Ensuite, on sépare chaque prélèvement en 3 parties. Après, on ajoute des anticorps anti-A, B et AB et on compare entre les résultats des 2 prélèvements. La transfusion est valide lorsqu'on a des résultats identiques ou compatibles entre les deux. Une autre méthode qu'on pourrait utiliser, c'est de mélanger une goutte du sang du patient et de la poche. S'il y a une agglutination, la transfusion est contre-indiquée. Alors, on revient à notre schéma. Lorsqu'on est dans le cadre d'une urgence immédiate et donc délai non compatible avec la réalisation de d'autres examens, là on fait seulement le contrôle ultime et on transfuse. Si l'urgence vitale n'est pas immédiate et qu'on a un délai inférieur à 30 minutes, là on refait le groupage, même si le patient nous présente sa carte de groupage. On pourrait ajouter un RAI. En fait, le RAI, c'est un examen qui nécessite habituellement 30 minutes ou plus pour donner des résultats. Et dans ce cas, vu qu'on est limité par le temps, on ne peut pratiquer cet examen que lorsqu'on a des accélérateurs de ce processus. Et enfin, lorsqu'on est à l'aise, autrement dit, on n'est pas limité par un délai étroit, là on réalise le groupage et le RAI. Alors le RAI ou bien la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers correspond à la recherche par la technique de Coombs indirecte des allo-anticorps qui représentent un risque d'accident transfusionnel fait par hémolyse. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de liker et de partager si ça a été utile pour vous. À la prochaine!